Chapitre 1. Le foyer qui chantait au crépuscule. Tout a commencé, comme la plupart des choses dans le village de Willowbrook, par quelque chose d'assez ordinaire. Madame Amelia Pendlebury, une veuve au caractère vif et à l'ambition sociale marquée, animait la cérémonie annuelle The Hearth and Hymn, une tradition propre à Willowbrook qui consistait à réciter des hymnes autour de l'âtre de son salon, suivis de scones, de crème au citron et de discussions animées sur les roses qui avaient résisté aux pluies printanières et celles qui avaient succombé. L'âtre en question n'était pas n'importe lequel, remarquez. Il avait appartenu au manoir qui avait brûlé en 1889 et, selon la rumeur, était la dernière pierre restante de son imposant hall central. Lorsqu'il fut installé à Pendlebury Cottage par le défunt mari d'Amelia, il émettait un étrange tintement aigu à chaque crépitement du feu, une sorte de tintement mélodique qui lui valut son surnom. Le foyer chantant. Miss Marple avait été invitée, bien sûr. Toutes les personnes d'un certain standing l'avaient été. Elle était arrivée à 4 heures précises, comme à son habitude, vêtue d'un doux cardigan lavande avec un brin de muguet épinglé au revers. Ses aiguilles à tricoter cliquetaient doucement dans son sac à main, car elle ne quittait jamais la maison sans elles. « Les mains oisives invitent les esprits oisifs », disait-elle toujours. Willowbrook était l'un de ces endroits que le monde moderne avait presque oubliés, niché entre les vertes prairies vallonnées du Kent et une voie ferrée désaffectée. Il continuait d'accueillir ses expositions florales, ses fêtes de jardin et ses bazars religieux, comme si l'horloge s'était arrêtée vers 1935 et n'avait plus aucune raison de tourner. À l'intérieur du cottage Pendlebury, l'ambiance était joyeuse. Un feu crépitait dans l'âtre, chantant sa mélodie particulière. Un petit groupe s'était rassemblé. Madame Pendlebury elle-même, majestueuse dans sa blouse à col montant ornée d'une broche édouardienne. Le révérend Crispin de Sainte Winifred, qui sentait toujours légèrement la cire d'abeille et le vieux papier. Mademoiselle Honoria Flint, récemment revenue de l'étranger, bien que le lieu précis demeurât incertain. Le major Bertrand Hawthorne, retraité et profondément méfiant envers tout ce qui n'était pas fait correctement. Et la toujours théâtrale mademoiselle Daisy Glenrose, qui avait un jour tenté de fonder un cercle de poésie, mais qui s'était effondrée sous le poids de ses propres sonnets. Le thé a été versé, les ragots ont fleuri. « Vous savez, » dit madame Pendlebury avec le plaisir réservé aux nouvelles vraiment catastrophiques, « le jeune Colin Hartnell a encore été vu à vélo à Rose Hill tard dans la nuit, et sans son manteau. » Une série de haussements de sourcils suivirent. Rose Hill n'était qu'à 5 kilomètres, mais y aller après la tombée de la nuit suggérait quelque chose. Miss Marple remuait doucement son thé, les yeux rivés sur le feu. Le foyer sonna. Une fois, 2 fois. Et j'ai entendu dire, se pencha Miss Glenrose comme pour raconter un conte de fées, que la nouvelle gouvernante de The Old Grange n'est pas mariée. Imaginez, vivre dans une grande maison, seule avec un homme, pas de bague, pas de frère. Cela a été accueilli par des murmures scandalisés, et un ou deux « Eh bien, je n'ai jamais ». La conversation aurait pu rester dans cette sphère confortablement réservée au jugement si la porte ne s'était pas ouverte avec un bruit des plus inconvenants. L'agent Peter Sims se tenait là, jeune et les joues roses, son casque de travers. « Désolé de vous interrompre, madame Pendlebury, » dit-il en jetant un regard gêné aux invités. « Mais il y a eu... Eh bien, je pense que vous feriez mieux de l'entendre. »« Allez, mon gars, » aboya le major Hawthorne. « On n'est pas en porcelaine. Il y a eu un décès, » dit Sims d'une voix tendue, « à la vieille grange. » Un silence s'abattit sur la pièce comme si un rideau était tombé. Même le feu s'éteignit. « Qui ?» demanda Miss Flint, les jointures blanches autour de sa tasse de thé. « Monsieur Félix Langstone, » répondit Sims, retrouvé mort dans son bureau. « C'est peut-être un meurtre. » Le feu s'embrasa soudain, une de ces étranges rafales qui n'ont aucun sens. Il émit un bourdonnement aigu, plus fort qu'avant,
presque comme un murmure transformé en cri. Miss Marple, qui n'avait pas parlé, posa doucement sa tasse de thé dans sa soucoupe et croisa les mains sur ses genoux. « Oh là là !» dit-elle doucement, avec la tristesse de quelqu'un qui avait trop souvent vu ce genre de choses. « J'espérais que ce serait autre chose. » Le village de Willowbrook n'avait pas connu de meurtre depuis près de 20 ans. Pas un meurtre sérieux, en tout cas. Quelques morts suspectes, peut-être. Un jardinier qui avait mangé les mauvais champignons. Un notaire qui avait glissé trop facilement dans un escalier, mais rien qui n'exigeât qu'on le dise. Meurtre-être parlait à voix haute, sans gêne. Le soir, tout Willowbrook était en effervescence. La vieille grange, un manoir encombré de lierre, niché à l'orée des bois, avait toujours suscité une curiosité malsaine. Félix Longstone l'avait acheté 4 ans auparavant. Il était éditeur, disait-il, mais on voyait rarement arriver un colis ou une épreuve à la poste du village. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait travaillé dans les services secrets étrangers, ou peut-être dans un domaine littéraire controversé. Il était charmant, certes, mais distant. Le genre d'homme qui s'enquiert de votre santé sans jamais attendre votre réponse. Il était mort. On le retrouva affalé sur son bureau, la main enroulée autour d'un stylo-plume, l'encre coulant comme du sang sur une page. La gouvernante, mademoiselle Clary Miles, l'avait découvert ce matin-là en lui apportant son thé. Les fenêtres étaient là fermées, la porte verrouillée de l'intérieur. Aucun signe d'effraction. Un accident vasculaire cérébral, avait d'abord dit le médecin, mais l'ecchymose sur le côté de sa tempe en disait long. Son expression aussi, contorsionnée, effrayée, comme s'il avait vu quelque chose de terriblement anormal et de terriblement familier dans son dernier instant. Les villageois avaient déjà choisi leur théorie. Madame Pendlebury penchait pour un crime passionnel. Mademoiselle Glenrose était convaincue qu'il s'agissait de l'œuvre de contrebandiers. Le révérend Crispin marmonna quelque chose à propos d'un jugement divin. Seule Miss Marple semblait immobile, silencieuse, écoutant avec ses yeux autant qu'avec ses oreilles. Plus tard dans la soirée, elle s'assit près du feu, dans son petit salon de Church Lane, son tricot posé sur ses genoux. L'âtre ne chantait pas. Il sifflait comme une vieille bouilloire et dégageait une chaleur sèche. Elle fixait les flammes comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas encore dit. « Une pièce fermée à clé », dit-elle à voix haute. « Un homme effrayé. Et de l'encre sur le tapis du foyer. » Elle s'arrêta. Le feu crépitait. Miss Marple tendit la main vers son tricot, mais ses doigts ne bougèrent pas. Elle se souvenait de quelque chose. Pas vraiment d'un crime, pas exactement, mais d'un curieux incident survenu à Lower Cramley, une 20aine d'années auparavant. Il s'agissait d'un collectionneur de livres rares, d'une jeune fille passionnée de latin et d'un tisonnier égaré. Elle fronça légèrement les sourcils, parce qu'elle avait remarqué quelque chose cet après-midi, quelque chose que personne d'autre n'avait, un indice qui avait retenti juste assez doucement pour passer inaperçu pour la plupart, sauf peut-être pour une certaine vieille dame qui croyait que les plus petits détails révélaient souvent les plus grandes vérités. Et le foyer de Pendlebury Cottage avait chanté. Oui, il avait effectivement chanté, juste après l'annonce de la nouvelle. Miss Marple tendit la main vers son châle. Demain, elle rendrait visite à The Old Grange et commençait à écouter correctement. Chapitre 2. Une mort parmi les premières jonquilles. C'était une matinée lumineuse et fraîche lorsque Miss Marple s'engagea sur le chemin pavé qui menait de son cottage à la lisière de Willowbrook. Le ciel avait cette douceur particulière du début du printemps, ni tout à fait bleu, ni tout à fait gris, et l'herbe scintillait de rosée tels des fils d'argent cousus dans la terre. Tout autour d'elle, le village s'éveillait lentement. Des moineaux filaient à travers les haies d'aubépines. Le garçon boulanger passait en sifflant et en titubant, et la cloche de Saint-Winifred résonnait timidement comme d'habitude. Mais une certaine tension flottait dans l'air, comme le silence qui précède le lever du rideau. La nouvelle de la mort de Félix Longstone s'était rapidement répandue. Aucune annonce officielle n'avait encore été faite.
La police était toujours en train d'enquêter, mais cela n'avait pas empêché les commères de Willowbrook de tirer leurs conclusions. À la sortie du village, Miss Marple passa devant le premier bouquet de jonquilles qui fleurissait sur la pelouse du presbytère. Des trompettes jaunes ondulaient joyeusement au vent. « La vie continue », pensa-t-elle, « même là où la mort est passée. » La vieille grange se dressait au sommet d'une petite colline, à moitié dissimulée derrière un rideau de hêtres centenaires. Un chemin sinueux menait à son porche en pierre, flanqué d'urnes en forme de lion remplies de lierre mort de l'année précédente. La maison provoquait toujours chez Miss Marple un léger malaise, non pas à cause d'un sinistre apparent, mais à cause de son caractère secret. Des rideaux aux fenêtres jour et nuit, un portail qui grinçait, même huilé, et Félix Langstone lui-même, un homme qui souriait souvent, mais ne riait jamais. Elle fut accueillie à la porte par une jeune femme aux yeux rouges vêtue d'un cardigan marron et d'un tablier. Clary Miles, la gouvernante. « Oh, Miss Marple !» souffla la fille. « C'est affreux. Il est vraiment parti, n'est-ce pas ?» Miss Marple lui tapota doucement le bras. « Je suis vraiment désolée, ma chère. Je pensais peut-être vous apporter du thé plus tard. Mais pour l'instant, eh bien, j'espérais que quelqu'un pourrait répondre à quelques questions pour la tranquillité d'esprit d'une vieille dame. » Clary hésita un instant avant de s'écarter. L'air à l'intérieur de la vieille grange était lourd, confiné, pas vraiment moisi, plutôt comme dans une pièce laissée trop longtemps sans être touchée. Miss Marple sentait l'encaustique, la lavande et autre chose, légèrement métallique, comme de l'encre séchée ou de vieilles pièces de monnaie. Ils traversèrent le couloir et entrèrent dans le bureau. Les rideaux étaient tirés, et la lumière du soleil se répandait sur la pièce en lames dorées. Des livres s'alignaient sur tous les murs, d'imposantes étagères remplies de volumes reliés de cuir, chacun parfaitement à sa place. Un bureau en acajou se dressait au fond, sa surface nettoyée, même si une petite trace d'encre subsistait dans un coin, essuyée à la hâte, mais pas tout à fait disparue. Miss Marple s'approcha. « C'est là qu'il était, » murmura Clary en pointant du doigt, affalé comme s'il dormait. Mais ses yeux... Elle s'est détournée. Miss Marple examina le bureau avec l'attention minutieuse d'une tricoteuse. Un petit encrier en porcelaine trônait soigneusement dans un coin, son couvercle légèrement entr'ouvert. Il n'y avait plus de papier sur le bureau, seulement le buvard. Et autre chose, un petit carré de tissu brûlé sur le tapis près de l'âtre. Elle s'est accroupie. Le foyer, la même pierre sombre qu'à Pendlebury Cottage, le fameux foyer chantant. Aucun feu n'avait été allumé depuis la veille, mais une légère odeur de papier brûlé persistait. Miss Marple toucha doucement le bord de la plaque brûlée. « Pas par hasard, » pensa-t-elle, sauf si l'on y laissait souvent tomber des notes allumées près de ses pantoufles. « Quelqu'un a-t-il pris quelque chose dans le foyer ?» demanda-t-elle en se redressant. Clary secoua la tête. « Je ne pense pas, mademoiselle. La police était très stricte. Elle nous interdisait de toucher à quoi que ce soit. Mais... » Elle hésita, se mordant la lèvre. « Il y avait une page. Quand je lui ai apporté son thé, juste un bout de papier tout froissé et taché. Je l'ai vu là, près de sa main. Mais quand ils sont revenus plus tard, après avoir emporté le corps, il avait disparu. »« Parti ?» Miss Marple fronça les sourcils. Ils ont dit qu'il était sûrement en train d'écrire quand c'est arrivé, qu'il avait peut-être fait tomber le papier du bureau en tombant. Mais je me souviens avoir vu un nom. Un nom ? Clary semblait effrayée, comme si les murs eux-mêmes l'écoutaient. Oui, juste un prénom. Je ne veux pas le prononcer de travers. J'essayais de ne pas la fixer. Même une supposition pourrait aider. Clary murmura. « Je crois qu'il était écrit Diana. » Miss Marple ne réagit pas immédiatement. Elle se contenta de regarder l'âtre puis les étagères, comme si elle introduisait des fils invisibles dans son esprit. « Monsieur Langstone a-t-il reçu des invités récemment ?» demanda-t-elle d'un ton décontracté. « Oh, juste les habituels.
Le major Hawthorne est venu la semaine dernière. Il se disputait à propos de quelque chose dans le couloir. Je n'ai rien entendu, juste des voix fortes. Et il y avait aussi une dame, il y a 2 jours. Élégante. Son parfum s'accrochait au rideau après son départ. Connaissez-vous son nom ? Clary secoua la tête. Mais elle avait des gants rouges vifs, comme des baies en hiver. Miss Marple hocha lentement la tête. Merci, ma chère. Vous m'avez été d'une grande aide. Vous avez l'œil très vif. Je remarque juste des choses, murmura Clary. Quand on travaille dans une maison calme, on a l'oreille plus fine qu'on ne le souhaiterait. Lorsque Miss Marple quitta la vieille grange, le village était en effervescence. À la poste, on parla de suicide. À la boulangerie, de poison. Chez le coiffeur, où la chevelure de Madame Tate n'avait pas été aussi volumineuse depuis le couronnement de la reine, c'était un mari jaloux qui avait commis le crime, revenant de l'étranger sous un faux nom. Miss Marple les a tous passés sans commentaire. À la porte du presbytère, elle trouva le révérend Crispin penché sur un parterre de fleurs, plantant des tulipes précoces, avec plus de ferveur que de foi. « Miss Marple !» cria-t-il en essuyant ses mains sur sa soutane. « Terrible affaire, tout simplement terrible. Je pensais que Langstone était, disons, un peu froid, mais certainement pas du genre à finir en meurtre. »« Tu penses que c'était un meurtre alors ?» demanda-t-elle en regardant ses mains. « Oh, eh bien, l'agent a dit que ça ressemblait à une chute au début, mais le coroner n'était pas d'accord. Un traumatisme contondant, je crois. Il y a une trace de la marque derrière l'oreille. » Miss Marple hocha la tête. Un endroit surprenant pour un homme que de tomber sur son propre foyer, n'est-ce pas ? Le vicaire cligna des yeux. « Et que pensez-vous du nom Diana ?» continua-t-elle très doucement. Crispin fronça les sourcils. « Diana ? On n'a pas de Diana au village, n'est-ce pas ? Oh, attendez, il y avait Diana Fleming. Elle vivait à Marlécombe. Elle avait épousé un marchand. Une femme horrible. Elle portait toujours trop de rouge à lèvres. Avait-elle un lien avec M. Langstone ? Je crois qu'ils ont siégé au conseil d'administration d'une association caritative à Ashford. Elle est partie assez brutalement, si je me souviens bien. Il y a eu une rumeur d'incident, mais rien n'a été prouvé. » Miss Marple sourit légèrement. « Merci, révérend. Les tulipes sont des fleurs porteuses d'espoir, n'est-ce pas ? Elles reviennent, quoi qu'il arrive au sol. » Cette nuit-là, dans le calme de son salon, Miss Marple était assise avec un cahier ouvert devant elle. Elle n'avait écrit que 3 lignes. « Félix Langstone, retrouvé mort, probablement assassiné. Foyer brûlé, papier manquant. Diana, qui ?» Ses yeux se posèrent sur le feu, qui brûlait faiblement. Il crépitait doucement, réconfortant. Il y avait quelque chose d'anormal dans la mort de Félix Langstone, quelque chose de trop propre, de trop arrangé. Le foyer avait chanté dès l'annonce de la nouvelle, comme pour clore un chapitre. Et pourtant Miss Marple le savait, ce n'était que le début. Chapitre 3. Gants rouges et noms non prononcés. Le lendemain matin, un vent frais souffla sur Willowbrook, une de ces brises vives et pragmatiques qui semblaient la balayer les bavardages inutiles pour ne laisser que l'essentiel. Mais dans un village comme Willowbrook, les bavardages n'étaient jamais aussi faciles à ignorer. Ils se retiraient simplement dans les coins et les salons, réapparaissant dans les tasses de thé et les cercles de couture avec une vigueur renouvelée. Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner avec un œuf à la coque soigneusement tranché, un pot de miel des ruches de Madame Atkins et un exemplaire du chronique de Willowbrook, qui n'avait rien rapporté d'intéressant depuis le malheureux incident avec le paon échappé du vicaire l'été précédent. Mais aujourd'hui, c'était là, en caractère gras mais prudent. Tragédie. À la vieille grange. Un homme local. Retrouvé mort Monsieur Félix Langstone, 58 ans, a été retrouvé mort à son domicile mercredi matin dans des circonstances que la police a qualifiées de inhabituelles, mais faisant l'objet d'une enquête. Personnalité bien connue du monde de l'édition et résidant à Willowbrook depuis 4 ans, Monsieur Langstone a été vu pour la dernière fois dimanche lors du rassemblement mensuel de la Garden Society à Pendlebury Cottage.
La police lance un appel à témoins et n'exclut pas un acte criminel. L'agent Sims a refusé de commenter davantage. Miss Marple plia soigneusement le journal. Elle avait déjà décidé de rendre visite à la personne du village la plus susceptible d'avoir aperçu le mystérieux visiteur aux gants rouges, Madame Emmeline Hargrove, qui tenait la seule maison d'hôte à quelques pas de The Old Grange et qui était très fière de ses baies vitrées et de sa capacité à repérer un inconnu à 50 pas. Elle s'y dirigeait maintenant, les bras croisés pour résister au vent, saluant aimablement les passants. En passant devant la boulangerie, elle aperçut Daisy Glenrose pressant théâtralement un mouchoir en dentelle contre sa tempe, tout en racontant quelque chose à un monsieur Arkwright fasciné. Miss Marple ne ralentit pas le pas. Le spectacle continuerait, qu'elle regarde ou non. Au sommet de Rose Lane se tenait Maison Hargrove, une demeure géorgienne soignée, aux boiseries blanches impeccables et aux dossiers de buis si parfaitement taillés qu'elles ressemblaient à des miches de pin vertes. Madame Hargrove elle-même ouvrit la porte avec son efficacité habituelle. « Oh, Miss Marple, bonjour. J'étais en train d'astiquer le plateau d'argent. Quelle horreur, monsieur Langston, n'est-ce pas? Entrez. J'ai du gâteau aux graines si vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner. » « Je ne dis jamais non au gâteau aux graines, » répondit chaleureusement Miss Marple en entrant. Le salon sentait le cirage au citron et la lavande séchée. Une théière en laiton chauffait déjà, et le plateau en argent, vraiment très brillant, attendait. Tandis que Madame Hargrove versait le thé, Mademoiselle Marple dit de sa voix la plus calme et la plus modeste. « Vous avez dû voir pas mal de nouveaux visages cette semaine. Je me demande si quelqu'un est passé mardi après-midi. Peut-être une femme, une personnalité à la mode ?» Madame Hargrove haussa un sourcil. « Absolument. Une grande femme à peu près de mon âge, mais habillée comme si elle essayait de revivre sa trentaine. Gants rouges, trop rouges à mon avis. Arrivée en Maurice Minor, je me suis demandé si j'avais des chambres. Je n'en avais pas. Elle a dit qu'elle essaierait plus près de la côte, mais elle était bien décidée à trouver quelqu'un. Elle n'a pas donné de nom, seulement Mademoiselle Reine. Même si je soupçonne que ce n'était pas son vrai nom, elle avait l'air de quelqu'un qui jouait un rôle. » Miss Marple sirotait son thé en réfléchissant. « A-t-elle dit pourquoi elle était à Willowbrook ? » ?»« Oh non, » dit Madame Hargrove en ajustant un coussin. « Mais elle m'a demandé le chemin de la vieille grange, ça m'a suffi. » « Était-elle seule ? » ?»« Je crois que oui, mais elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au siège passager, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un soit là, ou qu'il y ait été. C'était intéressant, très intéressant en effet. Cet après-midi-là, Miss Marple fit un saut à la bibliothèque du village, une petite pièce lambrissée nichée derrière la mairie, où Miss Honoria Flint avait récemment fait du bénévolat. Honoria était grande, raide comme une flèche, et toujours enveloppée de tweed ou de désapprobation selon le temps. Elle était en train de réorganiser l'étagère « Histoire locale » lorsque Miss Marple entra. « Ah !» dit Honoria en époussetant ses paumes. « Si ce n'est pas Miss Marple, notre gardienne du village. Venue chercher des indices parmi les vieilles monographies ? » ?»« Pas aujourd'hui, » dit Miss Marple avec un doux sourire. « J'espérais que vous pourriez m'aider à me souvenir de quelque chose. Vous avez un tel don pour les visages et les faits. » Flattée, Honoria se redressa. « Vous souvenez-vous d'une femme nommée Diana Fleming ? Elle vivait à Marlécombe, il y a quelques années. » Honoria cligna des yeux. « Diana Fleming. Oui, je m'en souviens. Son mari était une sorte d'exportateur, d'épices ou de bois dur. On parlait beaucoup de détournement de fonds, même si cela n'a jamais été prouvé. Diana était une de ces femmes terriblement modernes. Elle portait des pantalons à la fête du village et lisait des romans français en public. Est-ce qu'elle a déjà visité Willowbrook ? Une ou deux fois, je crois. Elle a siégé au conseil d'administration de l'Ashford Literary Trust. Langstone en était le président cette année-là. On parlait d'elle pour investir dans sa petite maison d'édition. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Est-ce que ça a donné quelque chose ? » ?»« Non. Tout a plutôt mal tourné. Et puis elle a disparu. Elle a pris un bateau à vapeur pour Alger, a-t-on dit. »« Merci, ma chère.
Tu as une mémoire merveilleuse. » Honoria eut un petit sourire satisfait, et Miss Marple s'excusa. Au crépuscule, elle avait commencé à voir la forme de quelque chose. Pas la totalité, certes, mais les os sous la peau. Félix Longstone n'était pas seulement un gentleman solitaire passionné de littérature. Il était impliqué dans quelque chose de plus profond, de complexe. Et l'apparition de la femme aux gants rouges, Miss Rayne, le soir même de sa mort, ne pouvait être une coïncidence. Tandis qu'elle était de nouveau assise près de son feu, tricotant sur ses genoux, Miss Marple rejouait chaque détail. Le tapis brûlé du foyer, la feuille de papier manquante, le murmure d'un nom, Diana. On ne brûlait pas des choses sans raison, surtout pas des notes nominatives. Et des gens comme Félix Longstone ne gardaient pas de secret, sauf s'ils avaient quelque chose à perdre. Elle a pris une dernière note dans son livre avant de le poser pour la nuit. Les gants rouges cachent plus que les mains. Le lendemain matin, la poste apprit que la femme qui s'était rendue à Willowbrook avait été retrouvée. Du moins, c'est ce que prétendait la police. Il s'agissait d'une antiquaire nommée Marion Rayne, qui n'avait rien à voir avec la mort de M. Longstone. Elle aurait continué sa route jusqu'à Hastings et passé la nuit au King's Arms Hotel. Miss Marple haussa simplement un sourcil. Les gens mentent souvent, pas toujours méchamment, parfois par peur, parfois par orgueil. Mais les mensonges, aussi soigneusement cousus soient-ils, laissent toujours une trace quelque part. Et Marion Rayne, ou Diana Fleming, ou qui que ce soit d'autre, venait de se rendre vraiment très intéressante. Chapitre 4. Feuilles de thé et argent terni. L'air matinal embaumait les jacinthes et la terre humide, tandis que Miss Marple se dirigeait vers le cercle de bridge du jeudi, chez Madame Violette Dandridge. Les parties de bridge de Violette étaient une tradition locale particulière, apparemment axée sur les cartes, mais en réalité, c'était plutôt un champ de bataille pour les postures sociales et les ragots, à peine dissimulés sous des couches de génoise et de sherry sec. Miss Marple n'aimait pas particulièrement le bridge, et elle ne l'aimait pas non plus. Elle y allait pour la même raison qu'un naturaliste qui observe les oiseaux, étudier leur comportement. La maison de Madame Dandridge, une bâtisse victorienne délabrée aux fenêtres couvertes de lierre et à la cloche en laiton perpétuellement polie, se trouvait en face du monument aux morts. À l'arrivée de Mademoiselle Marple, plusieurs habitués étaient déjà installés. Le major Hawthorne, à la voix tonitruante et à la méfiance perpétuelle envers les influences étrangères. Madame Pendlebury, ajustant ses gants comme pour dissimuler des secrets d'État, et Daisy Glenrose, vêtue d'une robe lavande de deuil spectaculaire, malgré l'absence de deuil officiel pour M. Longstone. « J'espère que ça ne te dérange pas, Jane, » dit Violette avec un sourire pincé. « Mais nous avons dû nous contenter de 3 tables aujourd'hui. Madame Caulfield a un léger lumbago. » « Bien sûr que non, » répondit gentiment Miss Marple en prenant place près de la fenêtre. Les cartes furent de mélangées, le thé servi, et lorsque la deuxième main fut jouée, les ragots coulaient plus librement que la crème. « C'est vraiment dommage, » murmura Madame Pendlebury dans un murmure destiné à porter. Félix Longstone était un homme raffiné, mystérieux certes, mais on ne s'attend pas à ce que de tels hommes finissent assassinés par... Oh, je ne sais pas. Un criminel itinérant. Miss Marple tapota doucement ses cartes ensemble. « Je me demande si c'était si inattendu, » dit-elle sans lever les yeux. 3 têtes se tournèrent dans sa direction. « Que voulez-vous dire, Miss Marple ?» demanda Daisy, une trace de rouge à lèvres collée à sa dent de devant. « Oh, rien de précis, » dit Miss Marple en clignant légèrement des yeux. « Seulement... il me semble que M. Longstone était un homme qui avait peut-être vécu plusieurs vies, et ces gens-là traînent souvent de vieux ennemis avec eux, comme des fantômes cachés derrière le papier peint. » Le major Hawthorne renifla. « N'importe quoi. Cet homme sortait à peine de chez lui. Il est même mort d'ennui. »« Mais quelqu'un l'a frappé, » murmura Violette. « C'est ce que l'agent Sims a dit à mon cuisinier. Un coup derrière l'oreille. Ce n'est pas de l'ennui. » Miss Marple laissa la conversation se poursuivre sans elle pendant un moment, écoutant plutôt qu'elle ne participait. L'astuce, elle le savait,
n'était pas toujours de poser des questions, mais de laisser les gens y répondre quand même. Une fois la main terminée et les cartes rassemblées, Miss Marple se leva, feignant une légère raideur. « Pardonnez-moi, dit-elle. Cela vous dérangerait-il terriblement que je prenne mon thé au salon? La lumière y est meilleure pour tricoter, et mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Personne n'a protesté. Le jeu a repris à 3. Dans le salon, Miss Marple posa sa tasse de thé sur une petite table d'appoint en acajou et attrapa son sac à tricot, mais pas avant d'avoir laissé ses yeux errer sur les objets disposés le long de la cheminée et du buffet. Madame Dandridge, bien qu'apparemment soignée, avait la curieuse habitude de collectionner des objets hors d'usage. Une horloge en argent ouvragée qui s'était arrêtée en 1927, un baromètre indiquant « orageux », quel que soit le temps, et une pince à sucre en argent si ternie qu'elle ressemblait à de l'étain. Cette pince attira l'attention de mademoiselle Marple, non pas à cause de son état de délabrement, mais à cause de ce qu'elle représentait. Le ternissement, après tout, n'est que le temps qui révèle ce que le vernis cachait autrefois. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rentrait chez elle en passant devant le presbytère, elle fut interceptée par le révérend Crispin, agitant un journal et semblant plutôt troublé. « Miss Marple, exactement la personne que j'espérais voir. Avez-vous des nouvelles? »« Je le fais rarement, » dit-elle, même si l'éclat dans ses yeux suggérait le contraire. Ils ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. Le rapport du coroner est arrivé. Traumatisme contondant. Et apparemment, quelque chose a disparu de la scène. Un petit objet. L'inspecteur n'a pas voulu préciser lequel, se contentant de dire que c'était important. « dit Miss Marple, « c'est intéressant. » Elle le remercia, échangea quelques plaisanteries sur le sermon de Pâques à venir, et continua son chemin vers la maison, l'esprit tournant tranquillement. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise près de son propre feu, bien moins mélodieux que l'âtre de Pendlebury Cottage, mais non moins réconfortant, elle sortit le petit carnet qu'elle gardait dans son panier à tricoter. Elle a écrit « Madame Dandridge possède des pinces en argent comme celles que Langstone aimait montrer. Le major Hawthorne était en colère la semaine dernière. Clary l'a entendu crier à The Grange. Diana, toujours introuvable, nom inconnu. Faux alibi probable. » Puis elle a souligné une nouvelle entrée. Qu'est-ce qui manquait? L'idée que quelque chose avait été emporté, volontairement retiré de la scène, réveilla quelque chose dans sa mémoire. La trace de brûlure près de l'âtre. Une simple feuille de papier, avait dit Clary. Le nom d'une femme. Et maintenant, un objet. Les deux étaient-ils liés? Elle se leva, alla à sa bibliothèque et en sortit un mince volume vert. Les observations d'une paroisse de campagne, par le révérend R. L. Good. Un livre tout à fait banal, à l'exception de son annexe, une liste d'objets immobiliers locaux catalogués par les familles pendant la guerre, à des fins d'assurance. Elle a feuilleté le livre jusqu'à ce qu'elle trouve les Langstone. Article 44. Caché en argent, gravé des initiales FL, serti d'émail bleu. Elle leva les yeux. Le foyer. La tache brûlée. L'encre. Elle ne savait pas exactement pourquoi, pas encore. Mais elle était certaine que c'était le seau d'argent qui avait disparu. Et elle était encore plus certaine qu'il n'avait pas été volé à des fins lucratives. Certaines choses ne sont pas prises pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles prouvent. Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à la seule personne qui n'avait toujours pas dit un mot sur le meurtre. M. Arkwright, le papetier, et maître de poste du village. Elle le trouva derrière le comptoir de sa petite boutique exiguë, en train de redresser des enveloppes. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il. « Puis-je vous proposer du papier à lettres? Le stock de crème lavande vient d'arriver. »« C'est charmant, mais pas aujourd'hui, merci, » dit-elle. « Je voulais quand même demander. Monsieur Langstone a-t-il publié quelque chose d'inhabituel avant sa mort? » Monsieur Arkwright fronça les sourcils. « Inhabituel, comment? Une lettre? Petite, cachetée peut-être avec un timbre. Maintenant que tu le dis, il sortit un journal de bord. Oui, il y en avait un, envoyé 2 jours avant sa mort, à Londres, sans adresse de retour, marqué personnel et confidentiel. Ça ne lui ressemblait pas du tout. À qui?
Voyons voir. Il feuilleta le registre. Ah, Mademoiselle D.W. Fleming. Au bon soin d'une loge privée à Mayfair. Miss Marple perdit son souffle. Donc non seulement Diana Fleming était encore en vie, mais elle avait été en contact avec Langstone peu de temps avant sa mort. Et cette lettre scellée, probablement avec le sceau d'argent désormais disparu, pourrait très bien contenir la vérité que tous les autres avaient tant essayé d'éviter. De retour à la maison, elle a passé en revue les pièces, une femme aux gants rouges se faisant appeler Miss Rain. Une vraie femme nommée Diana Fleming, dont le nom avait été écrit, puis brûlé, sur une page à côté d'un homme mort. Un sceau en argent manque sur la scène, et une lettre envoyée quelques jours avant le meurtre. Miss Marple se tenait devant le foyer et regardait les flammes danser. Lettre, secret et argent. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui, mais aussi pourquoi, et ce qui a dû être caché au point de justifier un meurtre. Elle savait ce qui allait suivre. Il était temps de rendre visite à la personne que tout le monde avait oubliée dans toute cette excitation. Quelqu'un qui connaissait Diana Fleming et Felix Langstone bien avant qu'ils ne viennent à Willowbrook. La seule personne qui, jusqu'à présent, avait le moins parlé et qui pourtant parvenait toujours à être présente lorsque la vérité était sur le point d'émerger. Chapitre 5. Le silence du major Hawthorne. Il y avait peu de gens à Willowbrook aussi universellement considérés et discrètement évités que le major Bertram Hawthorne. Il avait pris sa retraite de l'armée près de 30 ans auparavant, mais n'avait jamais vraiment quitté le champ de bataille. Il se levait encore à 6 heures, se rasait à l'eau froide et aboyait des ordres à ses rosiers comme s'ils étaient des troupes à la parade. Sa modeste maison, Stonebank Cottage, se trouvait à la lisière du village, près du terrain de cricket, et se distinguait par deux choses, un jardin d'une précision chirurgicale et un Union Jack flottant sur un mât en acier inoxydable, qu'il y ait ou non du vent pour le porter. Miss Marple s'approcha de la maison en milieu de matinée avec son décorum habituel. Elle portait une boîte de biscuits au gingembre fait maison et arborait un sourire qui ne suggérait rien de plus qu'une visite amicale. Le major a ouvert la porte lui-même. « Mademoiselle Marple, dit-il, surpris mais pas hostile, vous m'avez surpris entre deux rations. Voulez-vous entrer ? » « C'est très gentil à vous, » dit Miss Marple en franchissant le seuil. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. J'ai juste pensé que vous apprécieriez un ou deux biscuits. C'est la recette de ma nièce. Et j'admire beaucoup vos iris bien rangés. » Hawthorne gonfla légèrement la poitrine. « Ah oui, le secret c'est la farine d'os et la discipline d'une taille régulière. » Ils s'installèrent dans le salon, un espace sobrement décoré qui sentait vaguement l'huile de lin et les vieilles médailles. Chaque chose était à sa place, des bottes cirées et alignées près du porte-parapluie, des livres empilés par ordre alphabétique, un vieux globe terrestre posé sur une table en noyer, comme s'il attendait encore d'être lancé vers l'aventure. Miss Marple s'assit doucement sur le bord d'un fauteuil en cuir, tandis que le major versait le thé avec une précision militaire. « Je suppose que vous êtes venu pour Langstone, » dit-il finalement avec un grognement. « Tout le monde l'est aussi. On dirait que tout le village s'est transformé en détectives amateurs du jour au lendemain. » Miss Marple sourit doucement. « Oh, vous me connaissez, major. Je trouve le caractère humain plus fascinant que n'importe quelle énigme. Mais j'avoue que je suis troublé. À propos de quoi ? À propos de l'idée que M. Langstone soit mort de colère ou de peur, et que nous ne sachions toujours pas pourquoi. » Le major Hawthorne se raidit. Sa mâchoire se crispa sous sa moustache grise. « Langstone était un homme complexe, » dit-il finalement. « Trop intelligent pour son propre bien. Il avait des secrets. Nous en avons tous, bien sûr, mais les siens étaient tranchants. Vous le connaissiez avant Willowbrook, n'est-ce pas ? » demanda doucement Miss Marple. Les yeux du major clignotèrent. « Non, dit-il trop vite. Non seulement du comité littéraire et de quelques collectes de fonds. On n'était pas proches. » Miss Marple n'a pas insisté. « Pas directement. Mais vous lui avez rendu visite la semaine avant sa mort. » La tasse du major claqua contre sa soucoupe. « Oui, ce n'est pas un secret.
Je suis allé régler une petite affaire. De la finance? Non, d'intégrité. Il marqua une pause. Miss Marple attendait. Je n'en suis pas fier, poursuivit-il. Mais pendant la guerre, j'ai investi dans une maison d'édition à Londres. Des petits boulots. Langstone était l'un des associés. J'ai appris plus tard que certains comptes avaient été falsifiés. Rien d'illégal, juste de l'arithmétique créative. Mais j'avais l'impression d'avoir été exploité. Quand j'ai appris qu'il avait déménagé ici, je lui ai rendu visite. Je pensais obtenir une explication valable, voire des excuses. As-tu? Non. Il se frotta l'arête du nez. Il m'a repoussé. Il a dit que c'était de l'histoire ancienne, le brouillard de la guerre et tout ça. Il m'a offert un verre de Porto et m'a conseillé de laisser dormir le chat. Et toi? Le major fixait le feu. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis parti plus en colère qu'à mon arrivée. J'ai peut-être dit quelque chose de dur, de regrettable. Mais rien qui puisse mener à ça. Miss Marple réfléchit un instant en silence. Puis elle se pencha légèrement en avant. « Pardonnez-moi, Major, mais avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce jour-là? Peut-être un visiteur, ou quelque chose qu'il a dit qui vous a semblé étrange ?» Le Major hésita. « Il y avait quelque chose, » dit-il lentement. « Une odeur dans la maison. Un parfum fort, trop fort pour Langstone, qui était par ailleurs très exigeant. Le genre de parfum qu'une femme porte quand elle veut qu'on se souvienne d'elle. » Miss Marple pencha la tête. A-t-il mentionné quelqu'un par son nom? Non. Mais il avait une enveloppe sur son bureau, scellée avec un timbre argenté. Je m'en souviens parce que c'était inhabituel, démodé. Une sorte de monogramme. FL, je crois. Vous souvenez-vous du nom sur l'enveloppe? Le major fronça les sourcils, pensif. Je n'ai eu qu'un aperçu. Fleming, je crois. Mademoiselle D.W. Fleming. Un nom étrange. Ça ne me disait rien à l'époque. Miss Marple sourit doucement, mais son esprit s'éloignait déjà bien au-delà du salon. En quittant Stonebank Cottage, la brise printanière caressa son écharpe et le chant lointain des oiseaux emplit le chemin. La conversation ne lui avait apporté aucune preuve définitive, mais Miss Marple ne cherchait jamais une preuve en premier. Elle comprenait que dans les petits villages, la vérité arrive rarement toute nue. Elle se dévoile par bribes, une odeur, une hésitation, un mensonge mal formulé. Elle s'arrêta sur la place du village et s'assit sur le banc sous le vieux hêtre. De là, elle pouvait voir 3 des principaux cottages, celui de Pendlebury, celui de Glenrose et le presbytère, et chacun, pensa-t-elle, contenait un morceau de l'histoire. Elle a sorti son carnet. Ce que nous savons maintenant. Langstone a envoyé une lettre à Diana Fleming, quelques jours avant sa mort. Il l'a scellée avec un cachet monogrammé argenté distinctif, aujourd'hui disparu. Il a reçu une visiteuse, une femme portant des gants rouges, très probablement Diana, bien qu'elle se fasse appeler Miss Rain. Le major Hawthorne avait un grief personnel datant de la guerre, de nature financière. Clary a vu un nom, Diana, sur un papier qui a disparu. Quelque chose a brûlé près du foyer, peut-être cette lettre, ou une autre. Encore inconnue. Qui avait-il dans la lettre? Pourquoi Diana est-elle revenue et que voulait-elle? Qui a pris le sceau? Langstone a-t-il été tué pour le faire taire? Ou pour provoquer quelqu'un d'autre? Les jonquilles ondulaient au vent à côté d'elle. Quelque part, elle le savait, une personne détenait la pièce maîtresse, le véritable mobile. Ni la vengeance, ni l'argent, mais quelque chose de plus délicat et de plus dangereux, la peur d'être démasquée. Elle est rentrée chez elle juste à temps pour recevoir un coup à la porte. C'était Clary Miles. Elle avait l'air pâle, secouée. « Désolée de vous déranger, » dit-elle à bout de souffle, « mais je crois me souvenir de quelque chose d'important. À propos de la nuit où M. Langstone est mort. » Miss Marple lui fit signe d'entrer, le cœur légèrement serré. « Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant ?» Clary tâtonna dans ses gants. « C'est le feu, le foyer chantant. Je l'ai allumé ce soir-là, à la demande de M. Langstone. Il a dit qu'il attendait du monde. Il voulait qu'il fasse chaud. » Miss Marple fronça les sourcils. «
Mais vous avez dit qu'il était seul. C'est justement ça, murmura Clary. Il l'était, du moins quand je suis parti. Mais en revenant le matin, j'ai remarqué quelque chose. Elle sortit quelque chose de sa poche, un petit mouchoir en dentelle, taché de suie sur le bord. J'ai trouvé ça à moitié caché sous le tapis. Je n'ai rien dit pour ne pas être blâmé. Mais il y a une initiale brodée dans un coin. Je ne l'avais vue qu'aujourd'hui. Elle le lui tendit. Miss Marple le retourna dans sa paume. Un air rouge délicat. Chapitre 6. La dame à l'initiale rouge. Le mouchoir reposait entre les doigts de Miss Marple tel un indice de conte de fées, délicat, brodé et chargé d'une signification inexprimée. La lettre dense, un fil rouge profond enroulé comme un secret, cousu par quelqu'un qui avait autrefois voulu être connu et qui maintenant désespère de ne pas être trouvé. Clary Miles était assise en face d'elle, les mains croisées sur ses genoux. Son regard se porta vers la cheminée, éteinte mais encore légèrement chaude après le thé du matin. Dehors, le vent frappait doucement les fenêtres, comme s'il était lui aussi curieux de savoir ce qui allait suivre. « Quelqu'un d'autre t'a vu le trouver ?» demanda Miss Marple d'une voix calme mais alerte. Clary secoua vivement la tête. « Non, madame, je n'ai même pas prévenu la police. J'ai paniqué. J'ai pensé que si je disais que j'avais été près du corps à nouveau, il pourrait, » elle hésita honteuse, « penser que j'ai pris quelque chose. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Tu as bien fait de venir me voir, ma chère. J'aurais préféré que tu n'attendes pas. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. » Elle examina de nouveau le mouchoir. La broderie était belle, mais pas récente. La bordure en dentelle était légèrement jaunie, lavée à la main à maintes reprises. Elle avait l'odeur d'un objet ancien mais bien entretenu, comme un souvenir. Pas quelque chose qu'on laisserait tomber par inadvertance. « Ce n'était pas un mouchoir de bonne, » murmura-t-elle. « Pas le genre qu'on trouve dans les boutiques de ville. C'est trop personnel. »« Tu ne penses pas qu'il appartient à M. Langstone ?» demanda Clary. « Non, » répondit Miss Marple. « Félix Langstone était peut-être un homme de goût, mais ceci... » Elle brandit le tissu. « Ceci est féminin, intime. Pas le genre de cadeau qu'on garde sous la main pour ses invités. Et certainement pas celui qu'il aurait eu près du feu si... moins que quelqu'un d'autre ne soit là, » murmura Clary. Miss Marple émit un bourdonnement pensif. Le rouge GRJ posait une question à laquelle le village n'aurait pas été enclin à répondre. À Willowbrook, la plupart des prénoms féminins commençaient par des consonnes guindées. V pour Violette, D pour Marguerite, H pour Honoria. Il n'y avait pas de Rosamond, de Rachel, ni de Rebecca. Plus maintenant. Mais il y en avait eu un, autrefois. Miss Marple s'en souvenait, comme elle se souvenait de tout. Ruth Randall. Pas l'écrivain célèbre, bien sûr, mais une femme qui avait grandi à Willowbrook des décennies plus tôt et qui l'avait quittée sous un nuage de scandale. Fille de l'organiste, elle était intelligente, charmante et terriblement vaniteuse. Elle s'était comportée comme un cygne parmi les canards, et de la vie générale avait laissé plusieurs cœurs brisés dans son sillage, y compris, murmurait-on, un jeune homme qui avait ensuite rejoint le service diplomatique. Personne n'avait entendu parler de Ruth depuis 20 ans, jusqu'à maintenant. Miss Marple se dirigea vers le bureau de poste dans la douce lumière du milieu d'après-midi, une lumière qui donnait au village des allures de photographie d'un autre temps. Elle fit un signe de tête à M. Arkwright, qui parut légèrement surpris de la revoir si tôt. « Bonjour », dit-elle avec un sourire bienveillant. « Je me demandais si vous pouviez m'aider, M. Arkwright. Conservez-vous un registre des colis reçus et envoyés ?» Il parut hésitant. « Dans la limite du raisonnable, Miss Marple. L'intimité et tout le reste. »« Bien sûr, acquiesça-t-elle. Mais il me semble qu'il y a quelques mois, il y avait un colis venu d'outre-mer, adressé à une certaine mademoiselle R. Randall, au bon soin du presbytère. Ma mémoire me fait des tours, vous savez, mais j'ai fait un rêve très étrange à ce sujet. » Monsieur Arkwright fronça les sourcils et ouvrit un registre usé. « Eh bien, c'est étrange. Il y avait un colis comme ça, vous avez raison.
Il est arrivé en novembre, une petite boîte de Belgique. Je m'en souviens parce que j'en ai parlé au révérend Crispin, mais il m'a dit que personne de ce nom n'avait vécu au presbytère depuis des années. Il a cru que c'était une vieille adresse et il l'a renvoyée. Et personne ne l'a réclamé? Non. Il est arrivé par courrier ordinaire, pas par courrier express. Pas d'adresse de réexpédition non plus. Miss Marple pinça les lèvres. Merci, monsieur Arkwright. Vous m'avez été d'une grande aide. Elle recula au soleil et marqua une pause. La Belgique. Cela lui rappela quelque chose. Langstone y avait travaillé autrefois, un lien avec un bureau étranger, peut-être dans l'édition, peut-être dans un domaine moins public. Et Ruth Randall avait étudié à Bruxelles, si ma mémoire était bonne. Une coïncidence? Peut-être. Mais Miss Marple ne croyait pas aux coïncidences, pas à celles qui ont du sens. Ce soir-là, elle assista à l'office des vêpres, à Saint-Winifred. Non pas par enthousiasme particulier ce jour-là, mais parce qu'elle savait que le vicaire serait là, comme la plupart des habitants du village. C'est dans les instants précédant et suivant la prière, constata-t-elle, que les gens se révélaient souvent au plus profond d'eux-mêmes. Les hymnes résonnaient doucement à travers les vieux murs de pierre. Les notes finales demeuraient avec moi. Le silence s'installa. Tandis que la congrégation sortait, Miss Marple attendait près des fonts baptismaux. Le révérend Crispin s'approcha d'elle avec un léger sourire. « Mademoiselle Marple, un plaisir comme toujours. J'espère que la cérémonie vous a fait du bien. »« C'était charmant, » dit-elle, « mais j'avoue que j'ai une question plus concrète. »« Oh ?» Elle baissa légèrement la voix. « Monsieur Arkwright m'a dit qu'un colis est arrivé ici il y a des mois, adressé à une certaine mademoiselle Ruth Randall. Vous vous en souvenez ?» Il parut perplexe, puis hocha lentement la tête. « Oui, maintenant que tu le dis. Je l'ai trouvé assez étrange. Un simple paquet marron, ficelé à l'ancienne. Pas d'expéditeur. J'ai demandé autour de moi, mais personne ne savait, alors je l'ai renvoyé. »« Tu ne l'as pas ouvert ?»« Certainement pas, » dit-il, légèrement offensé. « Bien sûr que non, » acquiesça Miss Marple. « Mais si vous permettez que je vous pose la question, quel était le lien de Ruth Randall avec le presbytère? Elle n'habitait pas ici, n'est-ce pas? Pas ici, non. Son père, si. Avant mon arrivée, bien sûr. L'ancien vicaire. Elle est née dans la chambre du haut, dit-on. Sa mère est morte d'une grippe, et la fille a été confiée à une tante. Je suppose que quelqu'un pensait encore qu'elle vivait ici. » Miss Marple inclina la tête. « Voilà qui explique tout. Merci. » Le vicaire fit un petit signe de tête déconcerté et se tourna pour saluer un autre paroissien. Mademoiselle Marple resta immobile dans la lumière déclinante du porche de l'église, une main gantée appuyée contre la colonne de pierre. Si le colis venait de Belgique et était adressé à Ruth Randall, qui n'avait pas vécu ici depuis des décennies, et si Félix Langstone avait autrefois travaillé en Belgique et gisait maintenant mort avec un mystérieux mouchoir de femme à moitié enterré près de son foyer, alors le passé s'était tendu vers l'avant avec une main froide et élégante. De retour à la maison, Miss Marple prépara un modeste dîner, soupe, pain, un morceau de fromage, et s'assit près du feu, son tricot à la main. L'écharpe qu'elle avait commencée des semaines auparavant s'étendait maintenant sur ses genoux, comme un ruban de réflexion, enroulé et soigné. Elle a fait une nouvelle entrée dans son carnet, initiale rouge, R.C. Randall. Colis en provenance de Belgique. Langstone y a autrefois été en poste. Pas d'adresse de retour. Ruth Crédit chez non manquant. Et puis, en dessous, qui la cache? Parce que c'était là, réalisa-t-elle, la question. Si Ruth Randall était revenue à Willowbrook ou y était passée, elle l'avait fait discrètement. Personne ne l'avait vue, officiellement. Mais sa présence, ou du moins son ombre, persistait comme un parfum sur une écharpe empruntée. Les pensées de Miss Marple revinrent au mouchoir. Un souvenir, une relique, laissé non par accident, mais peut-être comme un message, ou un appel à l'aide. La question était, était-elle revenue pour régler quelque chose, ou pour faire taire quelqu'un? Le feu crépitait, les flammes s'enroulant autour des bords de la grille comme un secret murmuré uniquement à ceux qui écoutaient suffisamment attentivement.
Et Miss Marple, assise avec ses aiguilles à tricoter et son esprit tranquille, écoutait déjà plus attentivement que quiconque à Willowbrook. Chapitre 7. La lettre qui a disparu 2 fois. Le lendemain matin, il pleuvait. Non pas la bruine larmoyante qu'on pourrait attendre d'un paisible village anglais, mais une fine brume persistante qui brouillait les contours et donnait à tout, haies, fenêtres, même aux gens, un aspect légèrement maculé. C'était une pluie de peintre, adoucissant juste assez la réalité pour rendre la vérité plus difficile à discerner. Miss Marple a pris cela comme un signe. Le moment était venu de parler à quelqu'un qui jusqu'ici n'avait pas beaucoup parlé, mais qui en savait probablement beaucoup. L'inspecteur Leach. C'était un homme discret, à la voix grave, passionné par les métaphores liées au cricket, fraîchement transféré d'Eastbourne, et bien trop prompt à croire que les petits villages ne produisaient que des crimes mineurs. Mademoiselle Marple soupçonnait que cette affaire le guérirait de cette croyance, s'il écoutait attentivement. Elle arriva au commissariat, un petit bâtiment en briques niché derrière le marché aux légumes, peu après 21 heures. L'agent Sims l'accueillit en rougissant et avec son habituelle énergie débordante. Mademoiselle Marple. Bonjour. L'inspecteur est dans son bureau, mais il est en plein. Je suis sûr qu'il trouvera le temps, dit-elle doucement, et d'une manière ou d'une autre, il la laissa passer sans protester. L'inspecteur Leach leva les yeux d'une pile de formulaires en entrant. Son manteau était drapé sur le dossier de sa chaise, et sa cravate était légèrement de travers. Le bureau sentait le vieux bois, la laine humide et un soupçon de tabac à pipe. Pas désagréable, mais indéniablement surchargé. « Mademoiselle Marple, » dit-il en joignant les mains, « vous semblez avoir le don d'intervenir au moment où les choses sont les moins réglées. » Elle sourit modestement. « J'ai bien peur de ne jamais avoir été très doué pour rester à l'écart quand les choses étaient instables. » Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Très bien alors. Qu'êtes-vous venu me dire ou me demander ?» « Je me demandais si vous aviez retrouvé la lettre que M. Langstone aurait écrite au moment de sa mort, » dit-elle. « Clary Miles a mentionné l'avoir vue. » L'expression de l'inspecteur Leach changea subtilement. Ses lèvres se crispèrent. Sa posture changea légèrement. « Aucune lettre n'a été retrouvée sur les lieux, » dit-il lentement. « Non. » La voix de Miss Marple était innocente. Mais c'est quand même assez étrange. Un homme retrouvé mort à son bureau, l'encre encore humide, le buvard à moitié taché, et sans papier. Cela pique la curiosité. Il n'a rien dit. Miss Marple poursuivit d'un ton calme et pensif. Et si je puis me permettre, il semblerait qu'il manque autre chose. Un objet personnel de M. Langstone. Un sceau en argent. Maintenant, il la regardait correctement. Comment le sais-tu ? Je ne l'ai pas fait. Pas officiellement. Mais c'est remarquable ce qu'on peut déduire en écoutant le bon silence. Leach expira lentement. Elle a été prise. On ne sait pas quand. Peut-être avant sa mort, peut-être juste après. Nous n'avons remarqué son absence qu'après avoir consulté un vieux dossier d'assurance. Nous avons trouvé sa boîte, vide, dans le bureau. Miss Marple hocha la tête. Alors je crois que nous devons supposer que la lettre manquante était scellée avec. Tu penses que la lettre a été envoyée ? Je crois qu'elle a été prise. 2 fois, en fait. Une fois depuis le bureau, une fois depuis la poste. Leach cligna des yeux. Vas-y. Elle se pencha légèrement en avant. J'ai des raisons de croire que M. Langstone a envoyé une lettre à une certaine mademoiselle D.W. Fleming, la même femme dont mademoiselle Miles a aperçu le nom sur la feuille, et celle-là même qui a siégé au conseil d'administration avec M. Langstone. Elle avait été postée 2 jours avant sa mort. Je crois que c'était un avertissement, ou peut-être une menace. Leach réfléchit. Et tu crois que quelqu'un l'a interceptée ? Plus probablement. Quelqu'un est venu la récupérer, et pour récupérer le sceau qui prouvait son origine. Si ce sceau est manquant, toute lettre qui ne l'a pas est facilement désavouée. Mademoiselle Fleming, songea Leach. Ce nom est apparu lors d'une vérification d'antécédents. Diana Winifred Fleming. Vie
ou a vécu à l'étranger. Aucun contact récent à notre connaissance. Miss Marple regarda par la fenêtre. La pluie faisait couler de petites rigoles sur la vitre. Je crois qu'elle était à Willowbrook, brièvement, sous le nom de Miss Rain. Elle portait des gants rouges. Elle est venue à la vieille grange juste avant la mort de M. Langstone. Mais est-ce pour le supplier ou pour le faire taire? Je ne le sais pas encore. Leach se rassit en se frottant la mâchoire. Tu peins un sacré tableau. Je ne fais qu'assembler ce que d'autres ont déjà esquissé, dit Miss Marple. Mais j'ai une petite demande. Il arqua un sourcil. Je crois qu'une femme réside, ou se cache, dans les environs. Ruth Randall. Elle a quitté Willowbrook il y a des années, mais elle est peut-être revenue sous de faux prétextes. Je pense que quelqu'un la protège. Et tu penses qu'elle est impliquée? C'est la seule ère à laquelle je pense, dit Miss Marple en brandissant le mouchoir brodé. Trouvé près de l'âtre, à moitié brûlé, après le meurtre. Leach examina le mouchoir, les sourcils froncés. D'accord, dit-il. Nous allons discrètement suivre Ruth Randall. Mais si cette femme est ici et a quelque chose à cacher, je pense qu'elle sera partie demain. Elle ne restera pas si elle pense que le village murmure encore son nom. Miss Marple sourit doucement. C'est précisément pour ça que j'ai l'intention de le murmurer moi-même. À midi, Willowbrook bourdonnait d'une curiosité silencieuse. Miss Marple visita la boutique de fleurs de Madame Glenrose et demanda d'une voix forte si quelqu'un se souvenait de Ruth Randall. Elle s'arrêta près du presbytère, où Madame Dandridge formait les filles de chœur, et remarqua que quelqu'un avait envoyé un colis de Belgique à Ruth. Elle s'arrêta même à la boulangerie, et à portée de voix de 3 des femmes les plus bavardes de la paroisse, demanda si Ruth appréciait encore le gâteau aux amandes. Cela a pris exactement 3 heures. À 3h30, Miss Marple reçut un appel à son cottage. Une voix douce et hésitante au bout du fil. « Mademoiselle Marple, voici Lucy Peterbridge. Vous ne me connaissez pas bien, mais j'aide le révérend Crispin avec les comptes de l'église. Je crois que quelqu'un a séjourné dans la maison du jardinier derrière le presbytère, celle qu'on disait que plus personne n'utilisait. Est-ce que quelqu'un est allé et venu? Seulement après la tombée de la nuit, et jamais par devant. » La voix de Miss Marple était douce. « Tu as bien fait, Lucy. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire le reste. » Elle rencontra l'inspecteur Leach ce soir-là derrière le presbytère, où la maison du jardinier était nichée sous un sycomore, depuis longtemps tombé à l'état sauvage. Les fenêtres étaient fermées par des rideaux. La cheminée était froide. Une faible lumière brillait sous la porte. « Elle est là, » murmura Miss Marple. « Et si j'ai raison, elle sait que c'est fini. » Ils s'approchèrent tranquillement, et Leach frappa 2 fois. Pas de réponse. Il a frappé à nouveau. Une pause, puis la porte s'ouvrit en grinçant. La femme qui se tenait devant eux avait été belle autrefois. Peut-être l'était-elle encore, sous la bonne lumière. Mais le temps avait creusé de fines rides autour de sa bouche et de ses yeux. Ses cheveux noirs, méchés de gris, étaient tirés en arrière en un élégant chignon. Elle portait un simple manteau noir et aucun bijou. Seuls ses gants, rouges, reposaient sur la table à côté d'elle. « Ruth Randall, » dit Leach d'une voix ferme, « on aimerait vous parler. » Elle n'a pas bronché. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-elle doucement. Miss Marple s'avança. « Tu étais à la vieille grange, la nuit où Félix Langstone est mort. » Ruth hésita puis hocha la tête. « Oui, c'est moi qui l'a fait venir. » « Que voulait-il » Ruth déglutit. Il voulait le pardon et la protection. Il disait avoir écrit quelque chose qui pourrait me détruire, si je ne l'aidais pas. Leach fronça les sourcils. « Comment te détruire ?»« Pendant la guerre, » dit-elle d'une voix douce, « Félix et moi étions impliqués dans des activités, des choses que le public ignorait. Ce n'était pas vraiment de l'espionnage, mais nous manipulions des documents, de la désinformation, des tracts discréditant certaines voix. Mon nom figurait sur certaines de ces informations. Il tenait des registres. Il disait en avoir des copies. Et il a menacé de les révéler ? Pas exactement. Il a dit qu'il les enverrait si je ne venais pas, pour parler en personne.
pour me racheter. Mais quand je suis arrivé, il était froid, étrange. Il a dit qu'il était trop tard, que quelqu'un d'autre était au courant. » Ruth s'assit. Je l'ai supplié de détruire les documents. Il a ri. Puis il s'est détourné. Je suis parti en colère. Mais je jure qu'il était vivant quand je suis parti. La voix de Miss Marple était douce mais ferme. « Avez-vous pris le seau ?» Ruth hésita. « Oui, dit-elle. C'était à moi autrefois. Un cadeau pour lui. Je l'ai repris. C'est tout. » Et la lettre ? Je ne l'ai jamais vue. L'inspecteur Leach jeta un coup d'œil à Miss Marple. « Elle dit peut-être la vérité, » dit Miss Marple. « Mais si elle n'a pas pris la lettre, quelqu'un d'autre l'a fait. » Et cette personne, croyait-elle maintenant, n'était pas Ruth. Le véritable tueur arpentait toujours les ruelles tranquilles de Willowbrook et était passé inaperçu au milieu du brouillard du scandale et des murmures d'un nom. Chapitre 8. Le visiteur au manteau gris. Le lendemain matin, l'aube était sombre et incertaine. Une fine couche de brume s'accrochait aux haies, donnant au village de Willowbrook un aspect fantomatique, à moitié formé, comme s'il n'avait pas encore décidé de s'éveiller. Même le chant des oiseaux était étouffé, le joyeux bavardage habituel réduit à quelques appels et réponses occasionnelles provenant des bois lointains. C'était, songea Miss Marple, une matinée propice au secret. Elle était assise à sa table de petit déjeuner, vêtue d'un châle moelleux, sirotant son thé, un calme paisible gravé sur ses traits. Mais son esprit était en mouvement rapide et silencieux. Elle n'avait dormi que par intermittence, revoyant la voix de Ruth Randall dans ses pensées. Il a dit qu'il était trop tard, que quelqu'un d'autre était au courant. Si c'était vrai, alors Félix Longstone avait parlé, ou écrit, à plusieurs personnes. Et l'une d'elles l'avait réduit au silence avant qu'il ne puisse parler à nouveau. Cela signifiait un motif, et une opportunité, et de la peur. Elle a griffonné une note dans son petit carnet relié en cuir. Ruth Randall, présente sur les lieux, mais rien ne prouve qu'elle y soit restée. Sceau retiré, lettre non lue. Longstone avait dit à quelqu'un, ou croyait l'avoir dit. La lettre a disparu, soit envoyée, soit interceptée, soit jamais envoyée. Qui d'autre aurait peur de son contenu? Elle marqua une pause, et si la lettre n'avait jamais quitté Willowbrook, elle posa sa tasse de thé et regarda vers l'allée. La brume commençait à se lever. Il était temps de découvrir qui d'autre avait reçu la visite avant la mort de Longstone, et plus curieusement, qui avait payé un. La porte du Pendlebury Cottage s'ouvrit en grinçant juste avant 11 heures. Madame Amelia Pendlebury portait une robe de chambre en soie sur une silhouette corsetée et un sourire aiguisé par des décennies de fréquentation. Ses cheveux étaient coiffés en une sorte de boucle suggérant effort et bigoudi, et ses boucles d'oreilles en perles brillaient malgré la lumière voilée. « Jane, c'est charmant. Entrez, s'il vous plaît. Je préparais juste un peu de madère. Il est terriblement tôt, je sais, mais depuis que j'ai eu ce rhume en 1947, je trouve les matins terriblement imprévisibles. Ce n'est qu'une brève visite, » dit aimablement Miss Marple en entrant. « Je voulais savoir si vous aviez vu des visiteurs inhabituels à The Old Grange la semaine dernière, quelqu'un qui ne connaît pas le village. » Madame Pendlebury renifla avec élégance. « Mon Dieu, tout le monde me le demandait. Ce pauvre homme, quelle tragédie! Mais non, je ne peux pas dire que j'ai rien vu d'inhabituel, sauf... » Elle hésita. Miss Marple attendait, l'encourageant doucement d'un mouvement de tête. « Eh bien, maintenant que j'y pense, j'ai vu quelqu'un d'étrange remonter le chemin juste avant la réunion de la société de jardinage. Je préparais les sandwichs et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière. Vous savez, celle qui donne sur le vieux chemin du moulin? Et elle était là, une femme vêtue d'un long manteau gris. Très terne, très simple, presque monacale. Capuche relevée. J'ai supposé que c'était quelqu'un de Rose Hill. Il passe du toujours avec des tenues bizarres. Quelle heure était-il? Juste avant 3 heures. Pourquoi? Est-ce qu'elle est allée vers la grange? Je ne saurais dire. Je l'ai perdue de vue près de la haie. Mais ça m'a semblé étrange.
Plus personne ne marche sur ce chemin, trop envahi par la végétation. Miss Marple nota une petite note dans son esprit. Le vieux chemin du moulin serpentait à l'arrière du village, longeant un groupe de cottages tombés en ruine après la guerre. Ce serait un moyen idéal d'approcher la vieille grange sans être vu. « As-tu prévenu la police » a-t-elle demandé. Madame Pendlebury fit un geste de la main. « Mon Dieu, non. Ça ne semblait guère pertinent. De plus, ils n'ont pas posé de questions. Moi pour plus de détails, n'est-ce pas ?» Miss Marple la remercia, accepta un carré de gâteau de Madère par politesse et quitta le cottage, les pensées en ébullition. En début d'après-midi, elle avait rendu visite à 3 autres villageois et essuyé le même démenti. Personne n'avait vu la silhouette au manteau gris. C'était comme si la femme s'était glissée dans le village sans toucher le sol. Mais ensuite, dans la dernière maison d'Oakmere Lane, elle a trouvé l'or. Madame Ivy Troughton, qui gardait une rangée de poules et un flot constant de conversation, était sur son perron arrière en train de réparer une anse de seau cassée lorsqu'elle l'a vue. « Oh oui, Miss Marple, c'était clair comme de l'eau de roche, » dit-elle en époussetant son tablier. Mardi après-midi, vers 2h30, une grande femme, marchant vite, mais pas comme si elle était pressée, plutôt comme si elle ne voulait pas se faire remarquer. Sa cape lui descendait jusqu'aux chevilles. Impossible de voir son visage, cependant. Sa capuche était relevée. « Est-ce qu'elle t'a parlé » ? Non, pas un mot. Elle ne m'a même pas adressé un regard. Mais je vais vous dire une anecdote amusante. Elle a emprunté le chemin et a traversé le bosquet derrière la vieille grange. Peu de gens connaissent ce chemin. Mais tu le fais. Eh bien, j'habite ici depuis assez longtemps pour avoir vu tout le village grandir et retomber, dit Ivy avec un clin d'œil. Ce raccourci n'a pas été utilisé depuis des années, mais il mène directement à la porte arrière de chez Langstone. Ainsi, une femme vêtue de gris s'était approchée de la vieille grange, seule et discrète, l'après-midi même précédant la mort de Langstone. Ruth Randall avait prétendu être arrivée plus tard, en voiture, dans la soirée. Cette visite avait eu lieu plus tôt. Était-ce la même femme ou quelqu'un d'autre complètement? Miss Marple rentra chez elle tandis que les nuages commençaient à s'amonceler, plongeant le village dans l'obscurité. Elle s'assit près du feu, un stylo à la main, et ouvrit son carnet. Possibilité. Ruth Randall a prétendu être arrivée de nuit, a volé le seau, n'a pas réclamé la lettre. La femme au manteau gris arrivait plus tôt. Peut-être séparée, peut-être un complice, ou quelqu'un de Langstone avait contacté et craint. Elle a souligné une phrase. Il a dit que quelqu'un d'autre le savait. Ruth avait prononcé ces mots et elle les avait crus. Elle n'avait pas été menacée par ce que Langstone avait dit, serait de faire, mais par ce qu'il avait déjà fait. La lettre était écrite, le sceau était prêt, mais il n'a jamais été envoyé. Cette nuit-là, Miss Marple rêva du foyer. Pas le sien, mais celui de Pendlebury Cottage. Il crépitait et chantait comme pendant le thé, un léger tintement aigu, mais dans son rêve, il était plus fort, frénétique, et sous la musique résonnait un bruissement, comme si on lui introduisait du papier, morceau par morceau. Elle se réveilla avec le cœur battant plus vite que d'habitude. À la lueur des bougies, elle est retournée à ses notes et a tourné la page vers une page blanche. Et si la lettre avait été écrite et montrée à quelqu'un, que quelqu'un n'est pas venu pour parler, mais pour le récupérer. Ruth est arrivée après, trop tard pour arrêter ce qui était déjà arrivé. Il était temps de revoir Clary Miles. Elle trouva la gouvernante près du cimetière, déposant des fleurs fraîches près de la tombe de sa mère. « Je suis désolée de vous déranger, » dit doucement Miss Marple. Clary leva les yeux, surprise mais pas contrariée. « Ce n'est rien, mademoiselle. J'avais presque fini. Il y a encore une chose que je dois vous demander. Vous avez dit que M. Langstone vous avait demandé de préparer l'âtre la nuit de sa mort. L'a-t-il allumé lui-même ? Non, mademoiselle. Il m'a demandé de l'allumer et je l'ai fait. Juste une petite flamme. Il a dit qu'il avait quelque chose à brûler. Il a dit quoi ? Non. Mais
Il tenait un paquet à la main. Quelques pages, peut-être, attachées avec de la ficelle. Il les fixait, comme s'il ne savait pas s'il devait les garder. Miss Marple sentit un frisson malgré son châle. « Et quand tu es revenu ?»« Le feu était faible, » dit Clary. « Il y avait des cendres dans la cheminée. Je les ai balayées sans réfléchir. Je ne savais pas que ça comptait. » Miss Marple ferma les yeux un instant. Il avait-il la brûlée? La lettre. Peut-être même plus d'une. Il avait appelé Ruth, et comme elle n'était pas arrivée à temps, il avait détruit les preuves. Ou peut-être, quelqu'un l'avait-il convaincu de le faire. La femme au manteau gris. Elle n'est pas venue pour discuter, mais pour faire taire les autres. Et puis quelqu'un, peut-être la même personne, est revenu plus tard, après le départ de Ruth, et s'est assuré que Félix Langstone ne puisse plus jamais écrire une autre lettre. Chapitre 9. Cendres et mensonges. C'était le genre de matinée qui ne promettait rien. Le soleil planait derrière d'épais nuages, sans vraiment se lever ni vraiment reculer. Le village de Willowbrook semblait suspendu, comme s'il retenait son souffle, attendant que la vérité éclate ou soit ensevelie à jamais sous des couches de conversation polies. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à attendre passivement que la vérité surgisse d'elle-même. La vérité, avait-elle découvert depuis longtemps, avait besoin d'être cajolée, parfois doucement, parfois avec une aiguille à tricoter. Elle avait passé la majeure partie de la soirée précédente à revoir ses notes, essayant de déterminer ce qui restait caché, non pas par la complexité, mais par la simplicité même de ce que tout le monde avait négligé, les cendres. Tout le monde avait parlé de lettres, de sceaux, de visiteurs et de querelles. Mais personne n'avait vraiment regardé le feu lui-même, le foyer chantant qui avait, littéralement, consumé la vérité. Il était temps de visiter à nouveau The Old Grange. L'inspecteur Leach l'a accueilli à la porte. Il était devenu moins sceptique à l'égard de Miss Marple ces derniers jours, même s'il affichait toujours l'air las d'un homme qui trouvait les petits villages plus épuisants que le crime en ville. « J'espère que cela ne vous dérange pas, inspecteur, » dit Miss Marple en entrant. « Mais je suis venu voir le bureau une fois de plus. »« Vous cherchez quelque chose de spécifique ?» demanda-t-il en haussant les sourcils. « Peut-être quelque chose qui n'est plus là, » répondit-elle, mais même l'absence peut être révélatrice. Ils entrèrent dans le bureau. La pièce était restée quasiment intacte depuis l'enquête initiale. Le feu s'était éteint depuis longtemps, laissant un lit de cendres grises dans l'âtre. Une légère odeur de vieille fumée flottait encore dans l'air, mêlée au vernis familier et à l'odeur oubliée de l'encre séchée. Miss Marple s'approcha du foyer et s'agenouilla prudemment, ses mains gantées caressant délicatement les pierres. Elle prit une petite brosse à feu et balaya délicatement la couche supérieure de cendres. Leach la regarda avec curiosité mais ne dit rien. « Il y a quelque chose de curieux avec le feu, » murmura-t-elle. « Il dévore le papier assez complètement, mais pas toujours complètement. Il laisse souvent derrière lui ce qu'on pourrait appeler des empreintes de combustion. » Elle se pencha plus près, plissant les yeux. Puis elle s'arrêta. « Voilà, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Leach en s'avançant. Elle plongea la main dans la cendre et en retira un petit fragment de parchemin carbonisé, pas plus grand qu'un ongle, mais dont un coin était encore partiellement recouvert de cire. Elle le brandit délicatement. « Le sceau, » dit-elle. « Une partie, en tout cas. Il a été utilisé. Le papier a été scellé puis brûlé, comme je le soupçonnais. » Leach le fixa du regard. « Alors la lettre a été détruite. » « Oui. Mais pas un seul, je crois. Plusieurs. Il y a bien trop de cendres pour une seule page. » Elle désigna les résidus dans la cheminée. « Langstone a détruit des preuves, probablement des documents liés à ses activités pendant la guerre. Peut-être même des documents de chantage. Mais s'il a brûlé les preuves, pourquoi a-t-il été tué ?» Miss Marple se leva lentement, époussetant la cendre de ses gants. « Parce que quelqu'un n'était pas sûr. Quoi il a brûlé? Ou s'il a tout brûlé? » Leach fronça les sourcils.
Le tueur a donc agi pour le réduire définitivement au silence. Précisément. Langstone était devenu dangereux, non pas par ce qu'il faisait, mais par ce qu'il savait, et par la possibilité qu'il puisse parler. Elle regarda à nouveau le foyer, puis se tourna vers le bureau. « Tu as dit que le seau d'argent manquait. » Leach hocha la tête. « Il n'est toujours pas là. » Miss Marple tapota pensivement le côté du bureau. Et pourtant, il était là. La marque est claire, tamponnée à la cire puis brûlée. Alors, doit-on été utilisé peu de temps avant l'incendie? Elle se tourna vers lui. « Dites-moi, inspecteur, quelqu'un a-t-il vérifié les cendriers ?» Il cligna des yeux. « Les poubelles? Oui. Les poubelles du bureau et de la cuisine. Le seau a peut-être été jeté. Pas volé. Jeté, une fois devenu inutile. » Les yeux de Leach s'écarquillèrent légèrement. « Ça vaut le coup de vérifier. » Il tourna les talons et quitta la pièce. Miss Marple resta immobile, son regard parcourant à nouveau la pièce. Elle ne regarda pas le centre, mais la périphérie, les coins où la vie s'accumulait en traces. Elle remarqua une légère trace de boue près de la fenêtre. Pas récente, mais pas ancienne non plus. Une fine trace sur la moquette, là où une botte avait appuyé sur le bord de la plinthe. Subtile, mais pas invisible. Quelqu'un était entré par le jardin latéral. Probablement pas Ruth, qui avait admis être arrivé par l'avant. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Quelqu'un qui connaissait suffisamment la maison pour éviter les allées principales. Quelqu'un du coin. 1 heure plus tard, Leach revint, son visage un mélange de triomphe et de confusion. « Tu avais raison, » dit-il en brandissant un petit sac contenant des preuves. « J'ai trouvé ça dans le cendrier derrière la cuisine. » À l'intérieur se trouvait le seau manquant, noirci sur le bord, mais les initiales, FF et L, encore visibles en émail bleu fin. « On l'a jeté, pas volé, » dit Miss Marple à voix basse, « parce que sa mission était accomplie. » Leach hocha la tête. « On va le faire analyser pour trouver des empreintes. » Miss Marple sourit légèrement. « Vous n'en trouverez pas. »« Pourquoi pas? Parce que celui qui l'a manipulé portait des gants. Et pas n'importe lesquels, des gants rouges, assez voyants pour rester dans les mémoires, assez audacieux pour attirer l'attention, mais aussi peut-être assez théâtraux pour induire en erreur. » Leach fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle voulait être vue? »« Je pense que quelqu'un voulait que nous Spence c'était elle. Mais réfléchissez à ceci. Si vous retourniez sur les lieux d'un meurtre pour récupérer ou détruire des preuves, porteriez-vous quelque chose d'aussi distinctif? » Leach marqua une pause. « Alors, vous ne pensez pas que Ruth Randall l'a tué? »« Non, » répondit Miss Marple. « Je crois qu'elle est venue par peur, par crainte d'être démasquée. Mais je crois qu'elle est repartie vivante. Et je crois que quelqu'un d'autre attendait déjà à Langstone. Quelqu'un qui l'a utilisée comme diversion. » Leach croisa les bras. « Et alors ?» La voix de Miss Marple était calme. « Je crois que la réponse se trouve dans le passé, chez les gens avec qui Langstone a travaillé pendant la guerre. Et je crois que l'un d'eux est ici, à Willowbrook. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais... gauche. » Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin embrumé. Ce ne sont plus les secrets de guerre eux-mêmes qui comptent. Ce sont les dégâts qu'ils peuvent encore causer, aux réputations, aux familles, aux vieilles illusions. Elle se tourna vers Leach. « Dites-moi, qui risquait de tout perdre si Langstone parlait ?» Leach ouvrit son carnet. 3 noms apparaissaient dans ses dossiers de guerre. Diana Fleming, Ruth Randall et... une autre. Miss Marple attendait. Bertram Hawthorne, le major. Bien sûr. De retour dans son salon, Miss Marple remuait son thé, mais ne le buvait pas. Ses mains étaient immobiles. Elle repensa à la voix du major Hawthorne, puissante et cassante, à sa visite à Langstone quelques jours avant le meurtre, à la rancune tenace, à la méconnaissance de leur passé commun. Et maintenant, le seau, utilisé, brûlé, jeté. Elle se souvient de ses propos. « Je suis partie en colère. J'ai peut-être dit quelque chose de dur. Mais la colère, elle le savait, était souvent un masque. C'est la peur qui a poussé les gens à tuer.
la peur de voir d'anciennes vérités refaire surface, la peur de la honte, la peur d'être exposé, et le major Hawthorne avait construit sa vie, sa identité, sur l'honneur. Et si Langstone avait menacé de détruire cela, et si la lettre n'était pas du tout destinée à Diana ou à Ruth, et si cela avait été à propos Aubépine, Miss Marple prit son carnet et écrivit un seul nom, Bertram Hawthorne. Puis elle ajouta « Pas de gants rouges, des bottes noires, de la boue sur la vitre. Je connaissais l'entrée latérale. Je savais quand Ruth viendrait. Je la laissais distraire. Puis je revenais plus tard. Elle posa le carnet et joignit les mains. Elle reviendrait une fois de plus, ne pas accuser, pas encore, mais pour écouter et pour tendre le piège. Chapitre 10. Thé au Stonebank Cottage. La pluie avait cessé, mais la terre conservait l'humidité des averses de la semaine précédente. Le ciel était d'un étain meurtri, et les haies étaient des haies basses, retombées par l'humidité. C'est par une matinée grise, incertaine et paisible, que Miss Marple remonta d'un pas assuré l'étroit sentier d'allée menant à Stonebank Cottage. La maison du major Bertram Hawthorne était exactement ce qu'on attendait d'un officier retraité de l'armée britannique. Impeccable, rigoureusement symétrique et totalement inhospitalière. Le jardin de devant était un véritable exercice de discipline. Pas un pétale de travers, pas une mauvaise herbe n'osant percer les massifs. Les rosiers étaient taillés au centimètre près, et même le lierre qui bordait la maison poussait avec une expression de soumission militaire. Miss Marple arriva à la porte d'entrée à 10h30 précise. Ni trop tôt ni trop tard. Le moment idéal pour une visite matinale qui ne nécessitait pas de préavis, mais ne pouvait être considérée comme intrusive. Elle a sonné. Un long silence suivit. Puis le bruit de pas lourds et délibérés retentit. La porte s'ouvrit pour révéler le major Hawthorne dans sa tenue habituelle, un pantalon de flanelle repassé, un gilet en losange et la raideur indéniable de quelqu'un qui s'attendait à être salué dans son propre couloir. « Mademoiselle Marple, » dit-il, surpris mais pas mécontent. « Une visite sitôt après notre dernière conversation ? Entrez, entrez. Seulement si tu es sûr que je ne perturbe pas ta routine, » dit-elle doucement. Il s'écarta. La routine est l'ennemi de la flexibilité. Un soldat doit s'adapter. Elle sourit en entrant. L'intérieur du cottage ressemblait beaucoup à son propriétaire.